Hello, everyone. Bonjour à tous. My name is Rachel Haynes. I'm with the Press Gallery, and I will be moderating this press conference. Following the presentation, we will have time for media availability. We'll start with questions in the room, one question and one follow-up, and then we will go to questions on the Zoom. Before we start, we just have a few preventative measures to share relating to the earpieces. So to prevent any disruptive and harmful audio feedback incidents, we remind everyone who's in person to keep the earpieces away from the microphone at all times. There's a little sticker on the desks that show you where you should be placing your earpiece. Please make sure that it's face down and on the middle of this sticker. This is so that we can protect the health and safety of all participants, including the interpreters. Alors, je vais répéter en français. Bienvenue au Théâtre national de la presse. Pour prévenir les incidents acoustiques et potentiellement dangereux, nous rappelons à tous les participants de garder leurs oreillettes éloignées de tous les microphones à tout moment. Alors, je vais passer la parole aux présentations. Merci. Bon après-midi, bonjour. Mon nom est Francis Trudel. Je suis sous-ministre associé au secrétariat du Conseil du Trésor. Je joue le rôle de l'employeur pour la fonction publique fédérale et je suis avec Alex Benay aujourd'hui qui est mon partenaire principal dans le dossier de la paye dans la fonction publique. As the employer for the public service, our role in the HR to pay file is to basically determine what the requirements are for the systems that we need to put in place in order to pay our people properly. These requirements are basically bargained through condition of employments that we negotiate with our bargaining agent colleagues. It is quite a bit of a complex environment we're negotiating in, or that we're operating in, of course. We're talking 400,000 people, the biggest employer in Canada. We're talking hundreds of organizations with different specific requirements as far as their collective agreements, 17 unions, 58 collective bargaining, so the environment is quite complex. I say this as a preface because that speaks to one of the pillar of work that the Treasury Board Secretariat is working towards, which we call the pillar of simplifications, which is aiming at trying to simplify some of those conditions of employments to facilitate or to minimize the impact it has on pay, and specifically the human interventions for the pay advisor that Alex will be able to speak to. The unions, I should say, have been waiting for the employer to call them to a conversation to talk about the simplification agenda. I'm very happy to report that this morning we were able to confirm to our union colleagues that we're now ready to have these conversations in the next few weeks to try to identify a certain area of potential improvements or simplifications in our condition of employment. We're doing that because in the last round of collective agreements, you might have heard that we have negotiated a memorandum of agreements with all of unions to allow each other to sit down and discuss potential improvements on our conditions in order to simplify pay. And should we agree to these measures, we would allow ourselves to reopen the collective agreements and make those changes within the collective agreements. With the unions, we share the same objective, basically, which is paying people properly and accurately in our pay system. Le deuxième pilier de travail qui vient du secrétariat du Conseil du Trésor, nous le nommons la standardisation. Il fait référence comme étant la standardisation. Je vous ai parlé de l'environnement complexe dans lequel on travaille, mais on a aussi un environnement très fragmenté au niveau de nos systèmes de gestion de ressources humaines. Nous avons dans l'entreprise encore en ce moment, malgré des améliorations, une trentaine de systèmes de ressources humaines différentes qui ont tous des particularités et sont tous des contributeurs à Phoenix directement. Donc, on doit standardiser à la fois nos systèmes de ressources humaines, mais aussi nos pratiques de gestion. On a à ce niveau-là émis une directive du Conseil du Trésor dernièrement qui va imposer à tout ministère dans la fonction publique fédérale qui va vouloir
amener des améliorations ou des changements à leur système de ressources humaines, de devoir passer à travers une gouvernance où on va pouvoir analyser l'impact sur les attentes au niveau de la paye. Donc, je dirais que peut-être le dernier point que je mentionnerai avant de passer la parole à Alex, c'est que on parle à la fois du système de paye actuel, mais on parle aussi d'un système de paye sur lequel on veut se diriger, la prochaine génération de la paye. Les efforts de simplification et les efforts de standardisation auxquels je fais référence, lesquels on veut négocier avec les syndicats, seront autant importants sur le système présent que vont l'être comme une précondition de succès pour le transfert à un nouveau système de paye lorsqu'on y sera prêt. Donc voilà, merci. Thank you, Francis. My name is Alex Benay. I'm the Associate Deputy Minister at Public Services and Procurement Canada, responsible for enterprise pay. So before I begin, I'd like to acknowledge that I am joining you from the traditional unceded territory of the Anishinaabe and Algonquin nations. So over the past 3 months since the last time we spoke, we've made significant progress in improving HR and pay services for federal public servants, and we're going to go over that today. Aujourd'hui, SPAC publie le deuxième rapport d'étape trimestrielle qui fait le point sur notre stratégie intégrée en matière de ressources humaines et de paye. Le rapport qu'on a fourni sur notre site Web représente nos façons d'apporter des améliorations et de relever le défi en ce qui concerne le versement de la paye et la gestion des ressources humaines. Il présente aussi le travail d'exploration mené en vue d'une nouvelle solution moderne de ressources humaines et de paye pour les employés du gouvernement du Canada. So with the release of our second quarterly report, we continue our proactive approach in communicating with federal employees about their pay and benefits. This is going to include our progress on projects to resolve current pay issues, as well as progress to develop the next HR and pay solution. Comme nous l'avons mentionné au cours de notre première séance d'information, la stratégie intégrée en matière des ressources humaines et de la paye est divisée en deux volets. On a deux champs de travail, dans le fond. Les opérations actuelles et ainsi que la transformation. Aujourd'hui, on va vous présenter quelques-uns de nos projets pour chacun des volets. So as it pertains to the dashboard that we've released, current operations, which is the column on the left, so as part of this update, we've made our dashboard available online, and today I'm going to speak to you about some of the statistics that you're going to find on that dashboard. So we have, for example, 4 measures that are focused on backlog reduction. The backlog has been and continues to obviously be a priority for us. Although we're progressing, it's important to note that there are variables that remain outside of PSPC's direct control. So for example, on the dashboard, item 1, net backlog, we don't control the volume of intake, which continues to remain high. So in June of this year, the pay system processed over 700,000 employee career and life events for just under about 110,000 employees. Depending on the type of case, a number of these cases are going to result in some form of manual intervention by the pay center, which only contributes to increase the backlog. So with intake having been steadily high, it makes it harder to reduce the backlog, and as we clear cases, it means that new backlog cases can simply emerge. So, en examinant les chiffres, on a prévu une réduction nette de l'arriéré d'environ 49 000 cas pour cette année financière. Jusqu'à présent, nous avons réduit l'arriéré net de plus de 6 900 cas, atteignant ainsi 14 % de notre objectif. Donc, c'est clair que c'est un domaine dans lequel on doit mieux faire. L'arriéré net, donc la somme totale des arriérés, doit diminuer davantage. If we look at the second category in the dashboard that you'll see is called processing backlog cases with financial impacts. So beyond net reduction of backlog, the overall number, we also target the closure of specific backlog cases. So we've got nearly 19,000 backlog cases that are likely to have a big financial impact on employees. There are complex cases that can take more time to solve because they can go back further in our backlog inventory. But they're obviously critical to our commitment to make sure that employees are not harmed by, continue to be harmed by the Phoenix pay system. So over the last quarter, we've closed about 5,000 of these priority cases. When you combine that with the work we did in the previous quarter, that brings us to 8,000, and that's about 43% of the work to close backlog cases with financial impacts this year. The next category that you'll see on the dashboard is called Eliminate SSC Priority and Backlog Cases.
PSPC is committed to processing 12,000 of these cases that Shared Service Canada employees have had as of April 11th, 2024. The goal is to make sure that SSC doesn't have any pay cases older than a year by the end of the current fiscal year. This is going to set up the department to make sure that it is possible for them to start testing Dayforce HR and pay solutions on behalf of the Government of Canada starting next fiscal year. En date du 26 septembre 2024, nous avons fermé plus de 7000 cas à services partagés, ce qui nous mène à 60% de notre objectif pour l'année fiscale par rapport à cette catégorie. The last category for backlog is called routine processing. Again, you'll see those stats in our dashboard. So in addition to everything else we've talked about, we were anticipating closing about another 81,000 backlog cases that would be processed as part of regular operations. Donc, depuis le début de l'exercice fiscal, on a réussi à traiter un peu moins de 32 000 de ces cas. Donc, c'est environ 39% de notre objectif pour l'année. So obviously, this ongoing work is key for us keeping up the momentum in our backlog reduction efforts with our current HR and pay system for the Government of Canada. Mais dans l'ensemble, malgré le travail acharné de nos agents de rémunération, le nombre élevé de cas entrants signifie qu'on travaille constamment pour suivre le rythme. So what are we going to do around intake? This is the next question that you'll probably ask if we say we can't control it. We have put in place with Treasury Board Secretariat something called our Unified Actions for Pay. And so when it comes to net backlog reductions, there's really two options available to us. Either we reduce intake amounts coming in from departments and 30 different HR systems, or we increase how the velocity at which we can process cases at the pay center. So we're doing both. You've heard our efforts in backlog reduction with the Unified Actions for Pay plan, which was launched in May 2024. SPAC et le Secrétariat du Conseil du Trésor ont annoncé 7 mesures à réduire le nombre de cas nécessitant une intervention manuelle et ont communiqué leurs attentes vis-à-vis de la mise en place par les ministères et les agences au cours de l'exercice fiscal. So far, out of these 7 measures, we've launched 4, which means we've achieved 57% of this goal. So for example, it includes requiring departments and agencies that are clients of the Pay Center to maximize their use of the Phoenix self-serve functions, which is something that departments have been asking for quite some time. Or for example, having predetermined HR actions such as staffing take effect on Thursdays after payday. By doing so, like most large corporations globally, you minimize the impacts and the possibility of creating pay errors. So we continue to work closely with the departments and agencies to monitor the implementation of these measures and their impact on the Pay Center. The last category that you'll see in the operational side of the dashboard that we released today is with regards to integration of departments to use MyGCHR. Donc, un autre objectif important de la poche intégrée est de réduire le nombre de systèmes de ressources humaines dans l'ensemble du gouvernement du Canada alors qu'on se prépare pour Dayforce. C'est important de noter que c'est une mesure intérimaire, comme que Francis a mentionné. Le moins de systèmes RH qu'on peut avoir avant de faire une transition vers Dayforce, le mieux que ça va aller. So as you know, we have 30 different HR and pay systems at the moment in the Government of Canada. So in order to advance our HR and pay standardization, we're onboarding new departments onto MyGCHR as an interim measure. At the end of last fiscal year, we had 49 departments onboarded. Since then, we brought on 9 more, which was our commitment for this fiscal year. So you'll see in the dashboard that we are showing 100% complete. That brings our total to 58 departments using MyGCHR. This means that we've hit our target for the year. But we're not going to stop there. We're already in discussions with 13 other organizations to join the MyGCHR service. These should be completed either over the course of this fiscal year or slightly into next. So that brings me to the second column, which will be transformation that you'll see on the report. The current platform, I'll repeat, and I said it last meeting, the current platform is not fit for purpose. We have too many customizations and too many things that we've done to the system, and it was not well implemented. Donc, tout en explorant un nouveau système de ressources humaines et de paie, on s'efforce également d'améliorer la gestion des données relatives aux employés. So our vision is to create a centralized approach where a single employee profile follows you from the moment you're hired to the day you retire. So with better data management and a central data hub, that concept of an 18-month plus transferring of files from one department to the next
will no longer occur. Instead, employees' data will reside locally in one place where departments can tap into it, and we will cease to have this concept of needing to transfer employees from one department to the next, which causes a lot of our pay issues at the moment. Donc, pour réaliser cette vision, on s'est engagé à mener 2 activités clés au cours de l'année financière en cours. Ces 2 activités que vous allez pouvoir retrouver sur notre dashboard. La première consiste à lancer le processus d'acquisition pour le centre de données. So by the end of this fiscal year, our goal is to recommend 1 or more vendors for consideration. In the spring, we were able to launch a request for information, and we received 23 answers from 23 different suppliers who are interested in participating in our process for a central data hub. The second deliverable for this year will be the Data Hub pilot, which you'll see show up on the dashboard. Our goal is to have the first phase of the pilot project up and running by the end of this fiscal year, and we're going to report more on that in January at our next session with you. Another category in the transformation dashboard is the AI pilot. So over the past year, we've made some important headway on the development of the AI virtual assistant. It's something we've been exploring to help tackle the backlog, and it's something that's going to help us shape the future of HR and pay. Cette année financière, on s'est engagé à tester sur 3 types de cas spécifiques: les congés sans solde, les intérimaires et les intérimaires pour les exécutifs, donc les cadres exclus. Les tests sont essentiels parce que les tests vont nous permettre de peaufiner l'outil et de nous assurer qu'il atteint les taux de précision dont on a besoin afin de pouvoir mettre en œuvre à travers le centre de paie. So on August 22nd, we kicked off a soft launch of a pilot with 30 pay agents focusing on acting case types. The decision was made to focus on actings because that represents the largest volume of cases that we have in our backlog inventory. So to date, it's been tested over 1,000 cases, and the results, I'm happy to say, are promising. The accuracy of the calculations are at 100%. So the machine is calculating at 100%. The fact-checking for capabilities, because we have a chat function in this new tool where compensation advisors can go and ask questions, the chat feature is at 79% accuracy. And lastly, on consistency, that means, is it providing truthful information over time and across all contexts? Our AI agent is at 83% accurate. And this is without the machine learning, without us throwing more data at it. This is at launch. So for us, those numbers are extremely promising. Next steps are about continuing the development, the testing, and the quality assurance of our AI tool, and making sure that we have assessment criteria for future implementation into the winter. We've made our algorithm open to the public, so I believe that's the first time a Government of Canada algorithm has been released. So all our test results, all our third-party assessments that we'll be conducting over the winter will be released publicly in order to make sure that we're doing the right thing, that there's no bias in our interpretation, and that the calculations are accurate. If I continue into the transformation workload in the dashboard that we released today, obviously there is a Dayforce line item that you will see there. We took a close look over the last year as to whether or not Dayforce could actually be a viable solution for the Government of Canada, and through the final findings report that was released over the course of last year, we were able to confirm that Dayforce is a viable solution. But now we have to determine the feasibility of deploying the solution. It's great that it would work for us, but how ready are we to deploy Dayforce is the question. So essentially this means confirming that it has the right features, that it can be configured to address our HR and pay reality, which obviously, as Francis mentioned, has numerous collective agreements. So we're not wasting time. We're not only analyzing the feasibility, but we're also building as we're analyzing. So we are running multiple streams in parallel, because we want to be able to touch and feel the solution, not just produce a report on it. Donc, l'achèvement de ces travaux de faisabilité donnera lieu à une recommandation finale d'ici la fin de l'exercice financier sur la possibilité ou non d'adapter le système aux besoins spécifiques du gouvernement. Nous avons maintenant la moitié du chemin de fait vers la remise de notre rapport de faisabilité. Donc, vous allez voir sur notre rapport qu'on estime être à 50% des travaux accomplis. Lastly, with regards to transformation on data migration, so as part of our work on transformation to an eventual transition towards Dayforce, we have to tackle the task of migrating data from the old system to the new system. Nous avons présentement atteint 55% de notre objectif, ce qui veut dire que nous sommes en bonne voie pour migrer les données de SPAC et de services partagés vers Dayforce d'ici la fin de l'année fiscale qui est présentement en cours. So in closing,
J'aimerais mentionner qu'on veille à ce que les opérations des ressources humaines et de paye soient maintenues pendant que nous explorons une nouvelle solution et c'est une priorité absolue pour nous, pour le gouvernement du Canada. Les problèmes de paye que les employés continuent d'éprouver sont de toute évidence inacceptables et notre priorité, c'est de les résoudre dans le système actuel qu'on a en attendant qu'on se prépare vers une transition à Dayforce. We will continue working on various initiatives to support employees, resolve HR and pay issues, and make progress on the feasibility of Dayforce as a potential replacement for Phoenix. And as we do this, we'll continue to be as open, transparent, and upfront as possible every step of the way by providing quarterly updates on the progress of HR and pay projects and engaging with employees and stakeholders. So to that end, I'm happy to announce that we've also released our first series of documents. We have over 50 different document types ranging from deputy minister, assistant deputy minister committees, meeting notes and minutes, architectures, decisions, you name it, that is available on our portal. And the month of June is our first release, and then we plan on releasing content on a quarterly basis to make sure that we're as transparent as humanly possible. So we're happy to announce that those documents are also available on our portal as of today. So with that, I'm happy to take your questions. I'm sure Francis is as well. Thank you so much. We will start in the room, but if you are on the Zoom meeting and you do have a question, please raise your hand now. Si vous êtes en ligne et vous avez une question, s'il vous plaît, levez la main. We'll start in the room with one question and one follow-up to Irem Koja from the Hill Times. Thank you. How much money has the government spent in total since 2016 to solely fix the issues of Phoenix, and how much more do you expect to spend on this? Yeah, so the government spent $3.51 billion on the current platform since 2016. The estimates of how much we're going to continue spending on it, we're going to determine this year. And the reason I say that is I am not personally in favor of a big bang approach like we did last time, which is simply pressing a button and launching it to 100 departments. So if we're going to run two systems in parallel, we have to figure out how much that's going to cost us at the moment because we don't want to replicate the mistakes of the past. So by the time we hit the end of this fiscal year, we'll know that amount. And to follow up, how much did the government spend on Dayforce on top of the almost $70 million for the contract? Yeah, so budget 2024 gave us for Dayforce an extra $135 million. We'll get you the total of all the years combined. We could do a follow-up on that, but we're operating with $135 million this year to get us ready to a point where we can make a final decision on Dayforce. But it's important to note we're not just doing analysis, we're also building the solution this year, which is different than last. Maybe? Just have to go to the room, and then if we have time, then hopefully we can circle back, if that's okay. So Estelle Côté from Radio-Canada. Hi, bonjour. Il y a encore plus de 400 000 transactions en attente pour le système de paye Phoenix. Quel est votre plan pour éliminer complètement ces transactions en attente de traitement et quelle est la date prévue pour en arriver à zéro? Oui, la date prévue, je peux vous dire qu'on n'est pas certain qu'il y en a une encore. Puis qu'est-ce que je veux répéter par ça? Qu'est-ce que je veux vous dire qu'est-ce que j'essaie d'expliquer, désolé, c'est il va toujours avoir un montant de cas quand on regarde le gouvernement du Canada. Qu'est-ce que nous, on veut éliminer, c'est des montants de cas qui sont plus vieux qu'un an. Et puis les cas qui ont un impact financier. Ça, on veut les éliminer complètement. Mais il va toujours avoir un changement d'adresse, par exemple. Ça, c'est un cas. Ça n'a pas un impact financier. Si ça prend un mois ou deux, y a-t-il un impact? On essaie de prioriser. Puis ça, ce genre d'administration-là, quand on parle de 400 000 plus employés, il va toujours en avoir. Donc, nous, notre approche pour l'instant, c'est de voir avec tous les humains qu'on a engagés, qu'est-ce qu'on est heureux de voir, c'est qu'on commence à voir les chiffres descendre. Mais qu'est-ce qu'on veut faire, c'est vraiment doubler d'efforts avec la machine. Parce qu'on pense que la machine va être capable de produire davantage de résultats par rapport à bulk processing, volume processing, qu'un humain ne peut pas faire. Donc, si on regarde ce qu'on a été capable d'accomplir avec l'intelligence artificielle, on a fait quasiment 20 000 cas en un soir. Donc, ça, c'est quelque chose qu'un humain ne pourra pas faire nécessairement. Là, qu'est-ce qu'il faut qu'on s'assure, c'est que le calcul qui a été fait, c'est-tu le bon calcul? On ne va pas laisser la machine gérer les paiements par elle-même. Il va y avoir des humains qui vont faire partie du processus de décision. Il va y avoir des audits de fait. Donc, c'est un peu une transition qu'on fait, mais on essaie de le faire graduellement. On a au-dessus d'une douzaine de cas dans les arriérés qu'il faut regarder, de types de cas. Nous, on a commencé avec un type, mais là, il nous en reste environ une douzaine à faire d'ici les 18 prochains mois. Mais le but, c'est de donner de plus en plus de responsabilités à notre engin d'intelligence artificielle.
Puis comment faites-vous pour nettoyer les données erronées dans le système de paye Phoenix avant de les transférer dans le nouveau système? Et si un employé a encore des données erronées dans son système ou dans son fichier, est-ce que son dossier peut être transféré dans le nouveau système? Écoute, moi, je vous dirais que la position initiale, c'est qu'on ne va pas transférer un fichier ou des données erronées dans le nouveau système. Je pense qu'on a vu l'impact que ça a eu historiquement quand on le fait. On est en train de regarder avec Dayforce, avec notre fournisseur responsable pour l'intelligence artificielle. On travaille avec le bureau de Francis pour des politiques et puis des approches systématiques à travers justement tous les ministères pour s'assurer que ça ne se reproduise pas. De un. De deux, ça va dépendre du type de cas. Comme j'ai dit, si c'est un transfert d'adresse, notre but, c'est qu'un jour, avec la gestion des données centralisées, les employés peuvent peut-être aller changer leurs propres adresses. Pourquoi est-ce que c'est un employé du gouvernement du Canada qu'il faut faire ça? Je veux dire, ça fait que c'est tout le type de décortication qu'on va faire dans le monde des données avec notre projet pilote qui commence cet hiver. Je vous donne un exemple, juste dernier exemple. Service partagé Canada, la raison qu'on va éliminer les arriérés avec eux en premier, c'est que ça va être le premier ministère qu'on s'attend à mettre en œuvre avec Dayforce. Donc, on veut s'attendre justement à votre question qu'il n'y ait pas d'arriérés. And I'd just like to remind people if they are online that they can raise their hand for a question. But in the meantime, I'd like to go back to Irem quickly for another question. Do you have a clear sense of when the Dayforce system will be implemented? And to go back to my initial question, you mentioned that you're operating with the $135 million within the budget. How certain are you that this price tag is not going to balloon up? Yeah. Can you repeat the first part of your question? Sorry, just to be clear. Do you have a clear sense of when Dayforce will be implemented? Yeah, so by the end of this fiscal year, we will. That's our plan. Part of our objectives this year was to build it, test it, make sure that, as I mentioned, it's feasible to deploy Dayforce. And that included rollout plans with change management, communications, all the things that, frankly, weren't present the first time. So building that entire rollout strategy. So we'll know by the end of the fiscal year. So if you ask me again in March, we'll be able to give you the exact answer as to how long. One thing I can promise you is we're not going to go, again, I said it earlier, big bang. That, to me, would be the wrong approach. We will iterate slowly. That's why Shared Service Canada will go first. We'll see how it goes. We'll adjust. We'll do a few more. And so that's going to take us longer. But I think, I don't want to speak for the employer, but it's cost us a lot to get it wrong last time. So at this point, what we're going to be looking at is running two systems in parallel because it's the safer bet. It's the more prudent bet. So we'll know the costs. We'll know the details. And we'll know all of those things by the end of the fiscal year as far as how much it'll cost to roll out and how much it'll cost to run our system. Yeah. Francis, je sais pas si... No, I mean, the avoidance of this big bang approach also brings the ability to do lots more checks on business readiness to actually implement these things department by department. I mean, it's not going to be one by one. We're probably going to batch a few together. Business readiness and the change management that is required. So there's a lot of behavior changes that needs to happen by many stakeholders into the systems, being the HR practitioners, for example, that will need to adapt to a different way of doing business, a standardized way of doing business. Managers and how they process all the condition of employment for their employees needs to be done in a certain manner. So we'll be able to do both the business readiness and the change management, and I think that's likely one of the highlights of the lessons learned and the mistake made in 2016. I'll go to Zoom. Sébastien Larocque de TVA Nouvelle. Bonjour, vous m'entendez bien? Vas-y encore. Oui, allô? On t'entend. OK, parfait. Je veux juste une précision concernant le lancement de Dayforce. Quand vous parlez de la fin de l'année, c'est la fin de l'année 2024 ou la fin de l'année fiscale en mars? Oui, non, merci. Ben, juste pour clarifier, c'est ni un ni l'autre.
Donc, le design et la configuration de Dayforce, ainsi que du testing, ainsi que de l'intégration. Donc, on a encore besoin d'un autre 18 mois avant d'être capable d'être à un point d'être mis en œuvre. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question spécifiquement, mais c'est ni, c'est ni mars cette année, mais ça va être fin de l'année fiscale prochaine, donc en mars 2026. OK, excellent. Puis concernant les 400 cas en attente, combien de ces cas-là concernent des problèmes de paie spécifiquement qui engendrent des problèmes financiers pour vos employés? Oui, donc des 400 000 cas, on a 19 000 qui sont, je dirais, dans la catégorie plus sévère d'impact financier. Donc, nous, cette année, le but, c'est de les éliminer totalement, au complet. Je dirais qu'à l'intérieur des 400 000 cas qu'on a, c'est pas tous des cas qui sont plus vieux qu'un an. Ça peut être, comme j'ai mentionné, un transfert d'adresse, ça peut être un changement d'adresse. Donc, c'est pas tous avec des impacts financiers, mais nous, notre objectif cette année, c'est de traiter les 19 000 cas qui causent le plus je dirais, de problèmes pour nos employés. Merci. Merci, and we'll go to Catherine Morrison from the Ottawa Citizen. Hi there. Thank you so much for your time. If I understand correctly, I believe that you previously said that your goal was to get rid of the whole backlog by March 2025. Is that still the case, or why did that change? Yeah, I mean, I'm happy to stand corrected, but our expectations was that we would be able to reduce the financial backlog, like the backlog that has financial impacts, in March 2026. So if there was a misconception there or miscommunication on my part, apologies. We have received fundings for 2 years in order to clear the backlog, not necessarily the third. So we're working towards that as we speak. But at this point, what we're going to be targeting is, as I mentioned, the 19,000 cases that are the hardest hit financially. And there will always be backlog cases around, like as I mentioned, transfer of address from an employee. Like those things are just administrative run-of-the-mill that have no impact. So we're really focusing on the ones that are financially impactful between now and the end of the year, which is about 19,000. The other thing we're looking at is to clear off SSC's backlog completely. So that'll be another 12,000 cases by the end of the year. We're just trying to be targeted in our efforts as we prepare for the next system, and as well to make sure that we currently answer the needs of the employees that are hit by Phoenix issues in the current system as well. Mm-hmm. Just a quick clarification, the 19,000 that you're targeting and then SSCs, you're trying to do both of those by the end of this year? That's correct. And then we'll be looking for another 81,000 of normal backlog closures as well. So we have some pretty aggressive targets that'll bring us about to, I think if the math is right and we can clarify these numbers, is about 112,000 total cases this year. But I want to repeat, we don't control intake. So if the intake goes up, then we may not be able to clear a full 112,000 cases off of our net total. So that's something just to keep in mind on. We're equally focused now, I think, with Treasury Board Secretariat and ourselves on intake as much as we are on backlog reduction. Thank you. Thank you. And Estelle, did you have another question? Juste, lorsque vous parlez, est-ce que c'est possible de préciser si vous parlez de la fin de l'année en cours ou de la fin de l'année fiscale? Toujours fiscale. Non, toujours fiscale, OK, même pour le 19 000, parfait. Vous venez de dire que vous n'avez pas de contrôle sur le intake, donc les nouvelles transactions erronées qui pourraient s'ajouter à la liste d'attente. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pourriez faire pour réduire le nombre de nouveaux cas problématiques qui atterrissent dans le système ou qui sont générés par le système? Oui, mais je vais commencer, puis peut-être Francis, si tu veux poursuivre. Juste vous donner un exemple à travers des chiffres. L'année dernière, l'année fiscale dernière, on a eu 1,6 million de transactions qui a frappé le centre de la paye. Ces 1,6 million de transactions-là sur un total de 13,1 millions de chèques de paye au cours de l'année. Donc, on a 13,1 millions de façon globale. C'est le montant de transactions qu'on a réussi à faire passer à travers le centre de paye. De ce 13,1 millions-là, il y en avait 1,6 qui était au centre de la paye qui requérait des interventions manuelles. De ce 1,6-là, on a été en mesure d'automatiser 1,5 million de transactions à travers différentes technologies. Ça nous laisse quand même 1,1 million de transactions qui requièrent une intervention manuelle à travers tous nos employés du centre de la paye. Donc, le chiffre est quand même assez élevé. Le but, c'est de réduire ce chiffre-là d'année en année aussi. Donc, la première chose qu'on a mis en place, c'est nos 7 mesures d'action unifiées pour la paye, dont, par exemple, on demande au ministère d'arrêter d'engager sur les jours qui ne sont pas le jeudi suivant la paye.
Donc, dans beaucoup de grosses entreprises à travers le monde, les gens sont engagés dans certaines journées, spécifiquement pour éviter des problèmes de paye. Donc, nous, on demande, par exemple, au ministère, comme une des 7 mesures qu'on met en place, c'est d'arrêter d'engager des gens quand c'est pas le jour après la paye, parce que comme ça, les gens, ils ne commencent pas, je dirais, avec un problème potentiel de rémunération. Francis? Oui, en fait, votre question est l'essence même de la mesure de simplification auquel je faisais un peu référence plus tôt. Donc, ce n'est pas nécessairement des transactions qui sont erronées qui se ramassent dans la problématique chez Alex, c'est la pure quantité de transactions qui doivent être faites. Nous sommes convaincus que si on s'assoit avec les syndicats et on négocie certaines conditions d'emploi, on va pouvoir minimiser non seulement le nombre de ces transactions-là qui vont se rendre à la paye, mais aussi la nature même de ces transactions-là qui vont minimiser l'impact sur le besoin d'une intervention manuelle qui, eux, peuvent créer des problèmes dans le backlog. C'est un peu nébuleux comme explication, mais on a 4 mesures très spécifiques avec lesquelles on est prêt à les négocier avec les syndicats sur la façon de faire à l'intérieur de la fonction publique en ce moment, qui, on pense, sont des situations gagnantes-gagnantes pour les syndicats. La façon dont on accumule, par exemple, certains bénéfices comme fonctionnaire, on pense qu'on peut standardiser dans la façon dont ces bénéfices-là sont accédés ou déboursés par l'entremise de le système. On n'a pas besoin d'avoir tant de syndicats différents, avec tant de conventions collectives différentes, avec tant de mesures différentes de façon de procéder, de façon de standardiser. Et je voudrais juste peut-être prendre l'opportunité de renforcer un point, là, parce que je l'ai mentionné avec les syndicats et les employés un peu plus tôt aujourd'hui. Quand je parle de simplification des conditions d'emploi, je ne suis pas en train de parler comme employeur d'aller retirer des conditions d'emploi déjà négociées avec les syndicats. On parle d'un arrimage, d'une standardisation pour que les choses se fassent d'une façon un peu plus cohérente et constante et moins donc d'impact à la paye en bout de ligne. J'ai juste peut-être une dernière question technique. Avez-vous une idée de la période pendant laquelle les 2 systèmes vont devoir cohabiter? Est-ce que vous avez déjà une estimation? Ça va durer 2, 3, 4 ans, 5 ans? Oui, pour l'instant, nos estimés, on travaille avec des plans de projet de minimum de 5 ans. Comme j'ai mentionné, on ne veut pas faire d'approche Big Bang, on veut faire ça de façon systématique. Donc, on commence avec un échéancier de 5 ans. Puis, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est, comme Francis a mentionné, ministère par ministère, déterminer s'ils sont prêts pour la nouvelle solution. Parce qu'il va y avoir beaucoup de gestion de changement, beaucoup de formation. Comme j'ai mentionné, toutes les choses qui ont été coupées la dernière fois, on veut s'assurer qu'ils ne sont pas coupées cette fois-ci parce que sans ça, on ne va pas répéter les mêmes erreurs. Okay, merci. We're just going to go back to Catherine Morrison from the Ottawa Citizen on Zoom, and if we have time after, just for one last question in the room, that would be great. Hi, I'm just wondering if there is a specific amount of the backlog that needs to be reduced or cleared before you can go ahead and introduce a new system. I think, Catherine, the beginning of your question was cut off. If you could just repeat your question there. Oh, yeah, sorry. I was just asking if there is kind of a certain amount of the backlog that needs to be cleared before you can move forward with implementing a new system. Yeah, right now, so that's a great question. We're operating under the assumption, which is why we're going to trial it with Shared Service Canada first, and where we're doing it this year, is that we don't want anything older than a year or any backlog older than a year transferring into a new system. So to answer your question specifically, it's slightly over 200,000 cases that'll have to be cleared out of the backlog before we can transfer the entire government of Canada. But you've also heard me say that we're going to take multiple years to do this on the deployment level. So we're going to be looking at targeting backlog reduction, most likely department by department, as we have a rollout schedule, which will be ready by the end of this fiscal year. Thank you. All right, thank you. And just to finish off, we'll go to Lise Denis from Le Droit. Juste pour revenir sur les conventions collectives, est-ce que vous êtes dans une situation où cela devra causer l'ouverture de conventions collectives et quelle est la réponse des syndicats en ce moment? Oui, en fait, c'est une bonne question parce que le processus de négociation de conventions collectives, c'est un processus très long et onéreux qui touche l'ensemble des conditions d'emploi. Ce qu'on a fait pour être en mesure de réouvrir les conventions collectives, c'est qu'on s'est entendu avec les syndicats lors de la dernière ronde de négociation sur se donner le droit collectivement de s'asseoir et de trouver des solutions pour la paye. Et si on trouve des solutions sur la paye, on se donne le droit de réouvrir les conventions collectives sans les renégocier au complet et de trouver et d'appliquer les mesures sur lesquelles on se serait entendu.
Donc, c'est déjà prévu. On a une entente, on appelle Memorandum of Agreement, là, je ne sais pas comment on le dit en français, une entente convenue attachée à la convention collective dernière qui nous permet de faire ça. Donc, on n'est pas obligé d'attendre la prochaine convention ou même la conclusion d'une longue négociation. Et pas la mise en place. Exactement. Non, c'est quelque chose qui est complètement indépendant, absolument. Puis je vous dirais juste pour complimenter la réponse à Francis, nous, du point de vue projet, on est en train de faire le design de la solution des forces contre l'environnement actuel. Donc, toute simplification qui se produit, c'est un bonus. Mais nous, notre intention, c'est d'être capable de mettre en œuvre contre l'environnement actuel qu'on a. Thank you. That would conclude our press conference. Merci beaucoup pour votre temps et pour prendre nos questions aujourd'hui. Merci.